Nous sommes le 14 mars 2020. Je suis à la pharmacie. Journée anodine. J'ai une patiente du troisième âge qui vient me voir avec sa prescription de médicaments. Et vous le savez, en tant que pharmacien, je rassure mes patients, je leur apporte des solutions aux différents problèmes liés à leur thérapie et je suis souvent l'un des professionnels de la santé en qui ils ont le plus confiance. Ce jour-là, la patiente vient donc me voir pour renouveler ses médicaments et également profiter pour faire la jasette. Vous savez, certains de nos patients aiment prendre le temps à la pharmacie. Je regarde sa prescription de renouvellement usuel. Et pendant que je rentre sa prescription dans le système, elle voit une expression dubitative sur mon visage et m'interpelle. « Monsieur le pharmacien, est-ce que ça va ?» Je lui réponds « Oui, ça va. » Mais à l'intérieur de moi, j'ai un doute. Est-ce que, cette fois-ci, je serai en mesure de lui servir son médicament comme je le fais d'habitude chaque mois? Je prends le temps de voir si j'ai une solution immédiate, mais je n'en ai pas. Elle me demande encore, « Monsieur le pharmacien, est-ce que ça va ?» Je lui dis, « Écoutez, madame, comme d'habitude, je vais prendre soin de vous. Vous devriez avoir encore quelques jours de médicaments à la maison, d'après mon système. Alors, permettez-moi de trouver une solution pour renouveler vos médicaments et je vous contacte très rapidement. » Elle me dit, « D'accord, je vous fais confiance. » Et là, je dois vous avouer, la confiance n'était pas entièrement là. J'étais animé par un doute, car le médicament usuel de ma patiente n'était pas disponible. Mon nom est Kevin Mejo et je suis pharmacien. Alors, dans les prochaines minutes, je vous invite à rentrer dans la tête d'un pharmacien d'ici qui fait face à ce type de problème. Lorsque certaines personnes voient un médicament, ils voient une bouteille, une boîte, un flacon. Lorsque je regarde un médicament, je vois ce qu'il y a à l'intérieur du médicament, ce qu'il contient, ce qui le compose, soit principalement deux choses. Un ingrédient actif qui fait effet sur la cible thérapeutique à l'intérieur du corps et des ingrédients non actifs, comme par exemple la méthylcellulose, qui est incorporée dans la matrice du comprimé pour former la masse du comprimé et contrôler la libération de l'ingrédient actif. Donc, si le médicament n'est pas disponible, c'est qu'il y a un problème lié à la disponibilité de l'ingrédient actif ou à la disponibilité des ingrédients non actifs. Bien évidemment, vous comprenez, je simplifie pour fin d'illustration. Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est là que ça devient intéressant. Quels événements peuvent avoir une influence sur la disponibilité des ingrédients de nos médicaments? Bonne question et importante question. Premier élément de réponse, assez évident, mais que peu aurait pu prévoir la COVID-19. Malheureusement, nous sommes encore en plein dedans et j'adresse toutes mes sympathies aux personnes affectées par cette pandémie. On a beaucoup parlé de Wuhan au début de la pandémie. C'était le premier épicentre que l'on a découvert et dont la presse a beaucoup ciblé. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Wuhan est la capitale de la province du Hubei et que le Hubei possède un des plus grands nombres d'installations de fabrication d'ingrédients actifs au monde. Même continent, autre pays, problème similaire. Quand j'ouvre le journal ces jours-ci, je lis que l'Inde est à son tour en proie à une recrudescence alarmante des cas. Et devinez quoi? L'Inde est un autre de ces pays sur lesquels on compte beaucoup pour la fabrication des médicaments. Deuxième événement improbable. Il y a de cela quelques semaines, un ami dans un esprit très blagueur m'envoie le fameux mime du transporteur bloquant le canal de Suez. Sur l'instant, j'ai souri, mais mon sourire était très éphémère, car le canal de Suez représente 10% du transport maritime
mondiale. Je me suis demandé, qu'en est-il si sur ce transporteur se trouve le médicament de ma patiente? Lorsqu'on regarde un peu plus loin, on se rend compte qu'au pic de la pandémie actuelle, nous avons eu une diminution des vols commerciaux et aussi une diminution de la capacité de fret aérien et de fret maritime, ce qui résulte en une réduction de la disponibilité et une augmentation du coût de transport. Ce que je veux dire ici est que nous ne vivons plus en silo. Les problèmes globaux qui arrivent ailleurs, que ce soit en Chine, en Inde ou à tout autre endroit du monde, ont un impact potentiel sur notre accessibilité aux médicaments et nous devons donc y réfléchir. Autre événement non prévu, plus proche de nous ici à Montréal, a été la grève au port de Montréal. Une fois de plus, qu'en est-il si le médicament de ma patiente s'y trouve en attente d'être dédouané? Face à ce type d'événements sans précédent et non prévus, regardons comment est-ce que les différents acteurs de l'industrie ont réagi au Canada pour éviter des conséquences graves. Avant même qu'il y ait une pénurie, les autorités réglementaires, Santé Canada, ont rapidement agi. Santé Canada a adopté un arrêté d'urgence visant à permettre l'importation et la vente de médicaments essentiels à risque de pénurie en pandémie de COVID-19. En temps normal, avant qu'un médicament ne soit commercialisé au Canada, il doit être étiqueté selon nos exigences, notamment en matière de langue, et passer à travers le processus d'homologation de Santé Canada. En temps de pandémie, les autorités ont créé une voie rapide et permis de manière exceptionnelle d'importer des médicaments homologués, étiquetés et commercialisés dans l'Union européenne, qui partagent des similarités en termes d'exigences réglementaires. Le travail a été fait de concert avec les compagnies pharmaceutiques d'ici, afin d'importer ces médicaments souvent utilisés dans nos hôpitaux, et donc nous avions anticipé une hausse de la demande durant la pandémie de COVID-19. On pense notamment au salbutamol, la pompe, qui est utilisée pour l'asthme et les difficultés respiratoires, ou la morphine, qui est utilisée pour le traitement de la douleur. D'autre part, les fabricants de médicaments ont rapidement agi pour répondre à des risques anticipés de pénurie locale de médicaments essentiels. Pour ce faire, ils ont protégé les niveaux d'inventaire de médicaments et travaillé de concert avec les grossistes pour assurer un approvisionnement adéquat des médicaments. Quand ceci ne pouvait être fait localement, l'industrie a fait appel à son réseau de partenaires à l'extérieur du Canada. Aussi, rendre disponibles les médicaments aux chercheurs pour les études cliniques afin d'évaluer leur utilisation dans le traitement du COVID-19. À cet effet, Montréal a accueilli l'une des plus grandes études cliniques permettant de mieux analyser une des cibles thérapeutiques dans le traitement du COVID-19. Il y a de quoi être fier. Également, les professionnels de la santé, dont les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, infirmières et tous les autres d'ailleurs, ont dû s'employer à rapidement développer des mesures et des protocoles pour s'assurer qu'on utilise de manière optimale les stocks disponibles. Ceci afin que l'on priorise d'abord les patients qui étaient dans les besoins les plus urgents. Les acteurs de l'industrie pharmaceutique et du réseau de la santé, comme vous avez pu le voir, ont pris les choses en main. Si nous restons dans le thème de la vision qui nous unit aujourd'hui et qu'on regarde vers le futur, quels sont les enjeux dont il faudra tenir compte face aux prochains événements improbables, désordres naturels, nouvelles pandémies ou crise mondiale? Le premier de ces enjeux est l'empreinte écologique de la fabrication des ingrédients actifs. Dans les dernières années, nous observons une augmentation du besoin en ingrédients actifs pour faire nos médicaments.
Ces besoins sont accrus lorsque des événements non prévus arrivent et qu'il faut rapidement pouvoir répondre à la demande. Toutefois, nous devons repenser la production des ingrédients, des médicaments en tenant compte de l'empreinte écologique de leur fabrication. J'illustre mon propos avec ceci. Un produit comme l'ibuprofène, chez l'humain, a un effet bénéfique sur la douleur et sur l'inflammation. Toutefois, l'exposition prolongée à de faibles quantités conduit à une modification d'activité de certaines espèces de la faune aquatique. Pensons-y. Deuxième enjeu, celui de l'innovation. Cette pandémie nous a rappelé l'importance de l'innovation dans le secteur des sciences et de la vie. De nos jours, on peut développer des vaccins de manière encore plus rapide en maintenant une collaboration entre les chercheurs d'ici et de là-bas. Les résultats de l'innovation ne sont pas toujours immédiats. Toutefois, en matière de traitement et vaccins contre la COVID-19, c'est une des solutions incontournables pour redémarrer le monde et retrouver un sentiment de normalité dans nos vies. Il faudra donc maintenir un financement constant et adéquat dans ces initiatives afin de renforcer la chaîne d'innovation. Le troisième enjeu est l'efficience de la chaîne d'approvisionnement. Comme on le constate, il y a plusieurs intermédiaires entre la fabrication de l'ingrédient actif qui forme le produit jusqu'aux mains du patient. L'intégration de l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, comme on dit en anglais machine learning, combinés au big data et à l'analyse prédictive, ont le potentiel d'améliorer les opérations et les performances au long de la chaîne d'approvisionnement. L'intelligence artificielle et le machine learning ont également le potentiel d'aider les différents intervenants à identifier des patterns, des tendances, jusque-là inconnues, créant ainsi des opportunités significatives pour le développement de solutions véritablement innovantes. On peut ainsi prendre exemple sur d'autres secteurs qui ont une avance dans l'intégration de ces technologies. Le quatrième enjeu est celui de la capacité de production. Les meilleurs modèles prédictifs ne peuvent pas anticiper une pandémie. Un autre enjeu à considérer est notre modèle de tarification des médicaments. Le prix des médicaments génériques a diminué de 60% en 10 ans. Je reprends. Le prix des médicaments génériques a diminué de 60% en 10 ans. Au Canada, les différents paliers de gouvernement ont tourné la vis sur le taux de remboursement des médicaments. Et la logique, on la comprend, diminuer la facture globale des médicaments. Cependant, à l'ère où les fabricants de médicaments doivent investir davantage pour solidifier la chaîne d'approvisionnement, il faut assurer des niveaux de prix durables pour les médicaments afin de permettre qu'il soit économiquement possible de produire des médicaments au Canada et d'être suffisamment compétitif pour acquérir des produits finis et autres intrants sur le marché international. Également, inspirer les entrepreneurs qui participent activement à s'assurer qu'on ait des médicaments de qualité et ainsi rehausser la capacité manufacturière et l'autonomie pharmaceutique ici au Québec et au Canada. Comme vous le constatez, derrière le médicament se trouve un éventail de défis qui préoccupent le pharmacien que je suis. Nous devons continuer cette réflexion pour briser les silos et créer des circonstances favorables afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement et la chaîne d'innovation des médicaments. Je vous ramène maintenant auprès de ma patiente. Lorsqu'elle est revenue à la pharmacie, je lui ai indiqué « Madame, j'ai pu trouver une solution. Votre médicament est maintenant disponible. » Toutefois, je dois vous avouer que si vous et moi, ainsi que tous les acteurs concernés, poussons à voir les fruits de cette réflexion dont nous engageons aujourd'hui, alors, à la prochaine pandémie ou au prochain événement improbable, le pharmacien serait davantage confiant à trouver une solution pour ses patients. Je vous remercie pour votre attention.